Pour rebondir sur ce que disait donc le général Caspar Finambi, c'est-à-dire sur les C2, je pense qu'aujourd'hui, la structure telle que vous l'avez évoquée doit évoluer, parce que bien évidemment, le réseau permet de distribuer l'ensemble des données, et on voit, comme vous l'avez évoqué, que jusqu'au niveau du FAC, au niveau du soldat, il a cette fameuse situation awareness, cette appréciation de situation, et qu'il faut partager. Ça devient une chaire, situation awareness, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et il me semble donc que par rapport aux années que j'ai connues, où moi, dans mon C2, j'avais cette situation awareness, cette appréciation de situation, mais que les soldats n'avaient pas à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas ce réseau qui leur permettait d'apprécier la situation, il y a une évolution majeure qui s'est dessinée, et donc il fallait travailler sur, on appelle ça délégation, répartition. Vous étiez au Volfa, vous en avez fait référence avant-hier, et on voit bien qu'à l'intérieur d'un avion, comme on dit on the move, désolé pour tous ces termes britanniques ou anglais ou américains, mais on the move évoque bien la partie projection. On voit bien qu'on peut mettre aussi à l'intérieur d'un tanker, à l'intérieur d'un C-130, à l'intérieur d'un hélicoptère, un certain nombre de moyens, et donc s'intercaler entre le commandement fixe que vous évoquiez du CNOA, le C2 fixe qui peut être à Djamena, mais aussi à bord d'un avion, puisque grâce au satellite, on peut ramener toute cette situation et donc la distribuer partout. Donc là, je crois qu'il y a un énorme travail, puisque ce qui est intéressant avec l'ALI, c'est que vous avancez toujours, et M. Stenta me demandait quelle pourrait être la suite à l'ALI, donc j'essaye de réfléchir à des projets compte tenu de ce que savent faire les universitaires, de ce que savent faire les militaires en termes d'expression de besoins, et puis les PME. Je pense que là, il y a quelque chose à développer, à construire autour des C2, comment on va répartir les charges de travail, les process, les procédures, ce que fait très bien le CICDE, mais je pense que seul un laboratoire et seul un travail itératif qu'on appelle en spirale permettra de dégager quelles procédures il faudra mettre en place entre tous ces centres de commandement. Et là, on est poussé par les systèmes d'information et de communication, ce que vous appelez les TIC et que nous on appelle les SIC, et qui permettent effectivement d'élaborer un nouveau process de travail, encore une fois, parce que grâce à la distribution des données, grâce à la distribution des informations, on descend au plus bas de la chaîne. Et donc, on est bien obligé de réfléchir à la délégation qui permet de gagner du temps. Parce que dans les 20 secondes élaborées que le général a évoquées tout à l'heure avec le A10, je pense que c'est un A10 qui a dû tirer ou je sais pas quoi, on voit bien qu'on n'a pas besoin de remonter en haut et puis de redescendre. On lui donne la délégation puisqu'il apprécie la situation comme l'apprécient les autres. Il y a un seul danger, et je ne vais pas manger tout le temps parce qu'on est très nombreux, il y a un seul danger qu'on voit aussi, et celui-là, il faut bien le regarder, c'est le micromanagement. Parce que grâce à ces systèmes d'information, on descend très bas, et on sait très bien, parce que ça c'est dans la nature humaine, que quand on dispose d'un certain nombre d'informations, et en particulier les grands chefs, ils ont tendance à descendre et à faire le boulot de celui qui est... Donc il faut de la confiance, et il faut répartir ces procédures d'une manière très claire. Voilà, ça c'était le premier sujet. On reviendra sur ce point justement de la responsabilité. Sur les C2, c'est bon ? Donc il y a une marge de manœuvre importante, en tout cas c'est ce qu'on comprend. En tout cas, redévelopper grâce au TIC. Voilà, redévelopper des procédures de travail entre les différents niveaux, les différents steps qui ont été évoqués par le général. Et je ne veux pas dépasser mes 4 minutes, puisque j'en ai 4. Et je vais donc, je parle très vite, même peut-être trop vite. Le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup et qui alors, lui, va être encore plus intéressant pour associer l'université, puisqu'on en parlait hier, et ça a été évoqué par le président et puis par vous, Monsieur Bergeret, c'est la Virtual City. Et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment travaillé, là je parle au niveau des forces, sur l'appui aérien en zone urbaine, qui est forcément quelque chose, qui est forcément une mission qui va nous tomber sur le nez très rapidement. Je ne vais pas revenir sur Stalingrad, Fallujah, Grozny, etc. On va certainement être amené à intervenir dans les villes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il est bien clair que les systèmes d'information ne communiquent pas facilement avec des murs et des canyons urbains. Et vous travaillez là-dessus. Vous savez aussi virtualiser une ville. Et donc on peut s'entraîner là-dessus pour savoir comment les forces spéciales vont pouvoir pénétrer, etc. Donc, et puis développer des procédures. Je reviens toujours à la même chose. Donc je crois que si vous voulez des challenges pour faire avancer Alain, si je m'adresse à M. Stenta et aux autres, je crois que là on a tout un travail à pouvoir faire ensemble. Et puis le troisième domaine, j'y ai pensé tout à l'heure, et j'en arrêterai là, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, et comme vous travaillez beaucoup sur la réalité virtuelle, et etc. La simulation appelle beaucoup de choses dans ce domaine-là.
Ici, on prend l'exemple d'une ville. Je sais que l'armée de terre, je salue le général Druard, a le centre ZUB, mais le centre ZUB, il ne représente pas une grande ville avec les canyons dont on parle. Et je pense que la simulation nous permettrait effectivement de travailler toutes ces procédures, etc. Donc, je pense qu'Alain, c'est encore de beaux progrès à faire, et de beaux projets, et de beaux challenges. Et le travail avec les universitaires, c'est ce que je découvre aujourd'hui, hier soir, est assez extraordinaire, parce qu'effectivement, il y a cette association Armée-Nation, mais il y a aussi cette possibilité de travailler ensemble et de développer ensemble un certain nombre de systèmes au profit de l'industrie, mais au profit aussi des forces. Et puis là, encore une fois, je voudrais saluer le CPA 10 et tous les CPA qui travaillent là-dessus. Alors justement, on peut peut-être former des vœux pour Numérica, pour ce pôle qui se développe. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'effectivement, on peut, à travers ces deux ou trois sujets qui sont, comment travailler sur les C2 et la distribution, etc. 2, sur le centre ZUB, c'est les centres urbains et l'appui aérien dans les centres urbains. 3, sur l'entraînement. Là, je pense qu'entre ce que sait faire Numérica et ce que recherchent les militaires, il y a tout un travail à poursuivre. Je ne veux pas manger le temps. C'est moi le maître du temps, donc je gère, on va retomber sur nos pieds. Merci, mon général. Colonel Brault, on peut peut-être poursuivre avec vous pour le COS. Pourquoi et comment les forces spéciales ont besoin de l'AILI, on commence à mieux l'appréhender maintenant. Alors, pourquoi les forces spéciales se sont intéressées, je vais dire aussi rapidement, d'une certaine façon, à la 3e dimension, mon colonel? Alors, moi, je vais essayer de vous apporter le regard de l'opérateur, celui qui est au sol et qui travaille dans un environnement très particulier, celui des forces spéciales. Voilà, je crois qu'il y a 2-3 points clés qu'il faut comprendre, qui vont nous permettre tout de suite de savoir pourquoi aujourd'hui on est là et pourquoi est-ce qu'on a été particulièrement pushing dans ce type d'initiative d'essayer de faire que l'arme aérienne ou la 3e dimension soit beaucoup plus présente dans nos opérations. Il y a eu un effet déclencheur, pardon. Alors, il y a eu un effet déclencheur, et vous allez le voir bientôt à travers un slide, qui était évidemment l'Afghanistan, quand on a été projeté en Afghanistan, et vous verrez une magnifique photo qui devrait vous éclairer. Mais je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on travaille en petit volume. À partir du moment où vous travaillez en petit volume, vous êtes quelques individus qui sont dans un environnement tout seul, dans un environnement qui est, vous l'imaginez bien, hostile. Et ces individus, parce qu'ils sont peu nombreux, ils sont ce qu'on appelle un rapport de force défavorable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont détectés, quel que soit leur entraînement, quelle que soit leur capacité et leur équipement, ils ne sont pas en rapport de force favorable face à un ennemi qui est peut-être moins équipé, peut-être moins entraîné, mais souvent plus nombreux. Donc ça génère quoi, ce petit volume? Ça génère un besoin de discrétion. Alors ce besoin de discrétion, c'est de travailler dans des conditions où on ne se fait pas repérer. Et parmi ces conditions où on ne se fait pas repérer, on parlait d'appui aérien à la voie, il est aujourd'hui inenvisageable de pouvoir s'approcher d'un objectif et puis de raconter votre vie au téléphone ou au micro comme je suis en train de le faire en ce moment, et puis et de ne pas se faire repérer. Donc ça nécessite quoi? De travailler avec des données, voilà, qui elles sont silencieuses. Ça nécessite aussi d'utiliser des équipements qui vous permettent d'être discrets, c'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de la nuit, vous n'ayez pas une lampe ou un écran qui vous éclaire en plein milieu comme un sapin de Noël qui dit oh, je suis là. Voilà. La deuxième. Je sais pas, vous attendiez la photo peut-être? Elle va venir. Bon. C'est peut-être ça? Ouais, voilà. Première photo que je voulais vous montrer, et j'y reviendrai. Voilà l'environnement qu'on a découvert quand on est arrivé en Afghanistan. Et le point qui est clé quand vous n'êtes pas nombreux, c'est que, ok, vous allez faire la mission, mais il y a quelque chose quand même qui est extrêmement important, c'est quoi mon assurance vie? Et l'assurance vie, il faut bien se le dire quand vous n'êtes pas nombreux et que malgré tout, ça peut arriver, vous êtes découvert, vous tombez sur une bande armée qui est plus importante que vous. L'assurance vie, il ne faut pas se faire d'illusions aujourd'hui, c'est un avion de chasse bien équipé, voilà, qui arrive vite, bien, mais qui, lui aussi, a des difficultés parce que dans un environnement comme ça, il faut lui dire où vous êtes, où sont vos copains, où sont les méchants, et éventuellement où sont les civils ou les bergers qui se trouvent dans cet environnement-là. Et il faut lui expliquer tout ça très rapidement parce que vous, quand vous faites appel à lui, de manière générale, vous n'êtes pas dans une situation qui est très solide, plutôt une situation précaire. Voilà. Et donc, il y a un besoin urgent de réactivité et que tout le monde soit au courant de qui fait quoi et qui est où. Voilà. Le deuxième environnement qui est un peu complexe, je vais venir sur le slide suivant. Bon, c'est celui-là. Je vous laisse chercher où sont les forces spéciales dans cet environnement-là. Il y en a? En bas à droite. D'accord. Comprenez bien que l'image éléphant est là pour vous évoquer un peu le type d'environnement dans lequel on peut évoluer. À hauteur d'homme, vous n'avez pas de visibilité. Et il faut bien se mettre à la place de l'opérateur qui est à l'intérieur. Comment décrire un aéronef qui est au-dessus, en l'air, et à son équipage, ou un opérateur drone, où vous êtes, ce que vous faites, et quelle est la difficulté que vous rencontrez sur le terrain.
C'est tout le challenge que l'on a, il est là, clairement, de bien comprendre que on a besoin de communiquer avec ceux qui vont, à un moment ou à un autre, dans les cas extrêmes, nous sauver la vie. Mais ça, c'est le cas extrême. Le cas le plus courant, c'est que pour être discret, il faut être renseigné, il faut savoir où vous mettez les pieds. Et pour savoir où vous mettez les pieds, il faut profiter des capteurs qui sont embarqués, profiter de tout ce que vous avez au-dessus de la tête pour vous aider à trouver votre chemin dans un environnement qui est souvent semé d'embûches. Si je prends l'environnement suivant, le général Gaviard l'évoquait. La slide suivante, s'il vous plaît. Les zones urbaines. Les zones urbaines. Voilà. Alors, si j'avais su que Numérica était aussi bien équipé, j'aurais fait un effet son et lumière en plus, pour essayer de vous immerger un peu dans le type d'environnement dans lequel on peut se trouver. Mais ça vous donne quand même une bonne idée quand vous êtes, vous, opérateur, dans une de ces rues, avec ce type d'environnement, très difficile à percevoir, comment vous faites pour, finalement, vous faire aider, ça c'est le premier point, ou pour aider vos partenaires qui sont, eux, en l'air, à acquérir les cibles qu'ils ont besoin d'acquérir, si le besoin s'en fait sentir, sans que il y ait de dommages collatéraux, parce que finalement, aujourd'hui, on vit dans une société où la notion de dommage collatéral est extrêmement sensible, et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. On doit travailler le plus proprement possible, en faisant le moins de dégâts possible. Voilà. La dernière slide que je voulais vous montrer, c'est celle-là, c'est la réalité, parce qu'en fait, on travaille de nuit. Voilà. Alors, vous imaginez toutes les contraintes qu'on peut avoir, et la réalité des prix, c'est que l'opérateur, en tout cas des forces spéciales, son quotidien, c'est de travailler dans ce type d'environnement. Donc la notion de description, la notion de visuel, la notion d'environnement, tout ça fait que, il y a des moments, il y a des grands moments de solitude. Et ces moments de solitude, il faut essayer de trouver tous les acteurs qui peuvent vous aider pour vous en sortir et faire votre mission telle qu'on vous la demande. Voilà un peu pour la... Justement une question, vous décrivez donc la prise de conscience à partir de l'Afghanistan. On est en 2013, on a bien vu l'ensemble des contraintes qui vous étaient opposées. Quel est le chemin parcouru justement depuis l'Afghanistan du coup sur toutes ces questions-là? Le chemin parcouru, il repose sur énormément d'initiatives individuelles qui, fort de ce constat-là, fort du besoin sur le terrain finalement d'être plus efficace et fort de la polyvalence et de la multiplicité des acteurs, d'essayer d'intégrer tout ce monde-là pour être plus efficace sur le terrain. Et le chemin parcouru, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les vecteurs, ils sont polyvalents. Ils ne font plus qu'une seule mission, ils en font plusieurs. Vous avez un équipage qui rentre à un point d'un théâtre, voilà, avec une mission particulière qui, à un instant T, peut être dérouté sur une mission complètement différente, puis va être rerouté encore sur une autre mission. Et cet équipage-là, si vous voulez, il est parti sur une mission initiale qui était bien préparée, puis au fil du temps, il faut qu'il s'adapte à son environnement et à ce qu'on va lui demander. Et ce qu'on va lui demander au bilan, pour nous, opérateurs, c'est d'être capable de nous trouver, on représente une miette sur le dispositif, de trouver cette miette, de voir comment elle interagit avec son environnement, et comment, au bilan, il peut nous assister ou nous aider à réaliser notre mission, ou au contraire, comment nous, on peut l'aider à réaliser sa propre mission, qui est de déterminer si son objectif, par exemple, est safe de tout dégâts possibles collatéraux. Voilà. Alors, ce qui a évolué, c'est, je dirais, une prise de conscience collective, de plus en plus d'acteurs, et aujourd'hui, je crois que le résultat complet, pour qu'on a été aussi pushing et aussi tenace sur ce sujet-là, même si j'en suis pas l'artisan principal, ils sont dans la salle, pour mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs et leur expliquer qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Et ce vrai besoin, il est, je pense qu'on va y arriver plus tard, il est qu'il y a des potentialités, il y a des compétences, il y a de la technologie, mais il faut que tout ça se parle, et il faut qu'on arrive, grâce à toutes ces technologies, à trouver un point d'entente commun où tout le monde peut participer de manière proactive et utile à la réalisation des missions de chacun. Voilà, cette journée sert notamment à cela, mon colonel. Lieutenant de vaisseau Turquet, du commandant Kiefer, commandant marine donc. Alors, il manquait peut-être un élément dans vos photos, c'est l'eau, l'élément eau. La mer, c'est un peu comme un sol comme les autres. Où êtes-vous ? Voilà, pardon, excusez-moi, je ne vous voyais pas. Quelles sont les spécificités, justement, dans le décor, dans le contexte qu'on vient de décrire, des commandos marines ? Les spécificités viennent des missions qui leur sont attribuées au niveau maritime. Et si on doit en prendre une qui couvre à peu près toutes les missions possibles et tous les intervenants de la défense, c'est typiquement la mission amphibie, dans laquelle on va arriver à partir d'un bateau, généralement avec des forces avancées
forces spéciales commando marine par exemple, mis en place sur une plage pour permettre le débarquement de forces terrestres avec de l'appui aérien. Ce genre de mission nécessite forcément une importante intégration entre l'observation qui est faite par les troupes avancées et les besoins des troupes qui vont être débarquées et le commandement qui est généralement mis en place sur un BPC au sein de la force navale qui est au large des côtes. Donc on comprend bien que sur ce genre de mission, il y a forcément besoin de partager de l'information et que c'est au travers de l'AELI qu'on y arrivera. Alors comment ça se passe? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'on peut parler des narcotrafiquants que vous traquez. Là, alors par exemple sur un raid sur l'océan et sur la mer, comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe en règle générale? Vous avez toujours un moyen air qui assure la recherche, puisque bien évidemment les bâtiments sont prépositionnés pour l'interception, mais le moyen de détection et le moyen de suivi de la cible initiale reste un moyen air. Et ce moyen air, il a une fonction première, comme je le disais, trouver la cible, mais il a une fonction deuxième qui est relativement importante, c'est de guider la troupe d'intervention pour l'interception. Et comme vous vous en doutez, les embarcations utilisées par les commandos marines ont pour but d'être rapides, mais surtout d'être discrètes, puisque initialement elles ne sont pas prévues pour être détectées par les forces ennemies. Et malheureusement, si elles sont discrètes, elles le sont pour les ennemis, mais elles le sont également pour nous. Ce qui fait qu'une recherche radar d'un Etraco, d'un Etraco qui est une embarcation rapide des commandos marines sur la mer, on a beau savoir, on voit à peu près où il se trouve, elle est toujours difficile. Cette remontée, si on imagine une remontée de position automatique de ce bâtiment qui nous permet d'avoir un plot sur un écran qui dit « il est là », on s'affranchit déjà de cette recherche difficile pour focaliser notre attention sur la cible et donc permettre un guidage plus efficace. Donc il faut plus quoi? De quoi finalement? Plus de numérique, on en parlait tout à l'heure, plus de TIC? Je pense qu'on est dans le cœur du sujet, on a besoin de plus de moyens automatisés, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de moyens automatisés qui permettent de transférer l'information, permettant à tous les intervenants de la chaîne de savoir où sont tous les alliés déjà et tous les potentiels cibles, donc le Red Force Tracking dont on parlait tout à l'heure, qui nous permettent de partager cela de manière efficace, rapide, pour obtenir le plus rapidement possible la solution au problème qui nous est posé. Puisque l'ennemi lui-même va continuer à agir, à se déplacer, donc forcément on est obligé de réagir en fonction de ce qu'il fait lui. L'enjeu, c'est d'avoir pour vous plus de quoi? Comment on peut dire les choses? De fluidité tactique? Exactement. C'est ça? Et d'efficacité dans le travail, tout simplement. Et alors quoi, vous avez un cahier des charges? Enfin, comment vous exprimez vos besoins quand vous avez des industriels ou des universités en face de vous? Eh bien, sur la base, déjà, nous travaillons en amont, bien évidemment, sur nos besoins, sur ce que chaque entité participant à cette chaîne, à ce travail, aurait besoin comme élément, comme retour d'information, comme données à lui faire parvenir. Et à partir de là, on envisage quelles seraient les solutions techniques. Et à partir de là, on la propose éventuellement au travers d'une fiche d'expression de besoin vers l'autorité supérieure qui contactera l'industriel derrière. Mais pour vous donner un exemple très très simple, je vous parlais de guidage de dispositifs nautiques. Imaginez un groupe de commandos marines à bord d'une embarcation rapide qui file à 40 ou 50 nœuds en fonction de l'état de la mer. Ils sont déjà bien chargés, donc ils ont déjà fait 3-4 heures de raid. On essaie de les guider. Généralement, actuellement, on les guide à l'aphonie. Guider à l'aphonie, ça suppose que le bateau s'arrête pour obtenir l'information à l'audio, parce que le casque à 50 nœuds, le bruit ambiant est tel qu'on a du mal à entendre l'information, donc il s'arrête, il écoute. Donc, quand on poursuit des narcotrafiquants, c'est pas pratique. Ah non, c'est une perte de temps évidente. C'est ça. Voilà, donc d'un point de vue travail, l'information numérisée qui apparaîtrait sur un écran, par exemple, est bien évidemment bien plus simple à obtenir et à lire. Donc pour vous aussi, il y a des marges de progrès. Il y a évidemment des marges de progrès, et cet axe d'effort qu'est l'AELI est évident actuellement. Merci. Lieutenant-colonel Lebon, à vous. Vous êtes commandant du centre de formation à l'appui aérien qui forme, vous allez confirmer à la fois des opérateurs français et des opérateurs allemands, puisque votre école est accréditée par l'OTAN, basée à Nancy. Vous allez confirmer aussi, je crois que vous êtes ancien pilote avec une expérience façonnée à Sarajevo, au Rwanda, au Congo ou encore en Afghanistan. Où sont pour vous les enjeux du problème? Oui, bonjour, donc je vous remercie. Je voudrais d'abord me tourner spontanément vers mes camarades de l'armée de terre, pour lesquels j'ai une pensée, puisque évidemment je représente une unité interarmée, et c'est bien vers eux et vers nous que nous nous tournons spontanément aujourd'hui, car l'objet en lui-même de l'intégration, c'est travailler ensemble, c'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui va nous permettre de synchroniser le rythme de la bataille.
afin d'arriver à l'effet final recherché qui a été évoqué précédemment. Donc, comme vous le disiez, l'outil AELI, l'objet AELI, doit tendre vers cette efficacité militaire dans un cadre le plus interopérable possible. Ce que nous allons réussir à faire tous ensemble, c'est bien cela, c'est arriver à obtenir quelque chose sur le terrain. Nous allons y arriver en raccourcissant la chaîne d'engagement pour obtenir une efficacité opérationnelle accrue et décuplée. On a parlé de la kill chain tout à l'heure. Nous allons arriver à faire tout cela dans un cadre maîtrisé en termes de maîtrise des risques pour éviter les tirs fratricides, pour éviter les dégâts collatéraux, tout ce qui va avec, mais aussi en ayant cette interopérabilité otanienne sur les standards les plus aboutis du moment. Et on a parlé d'OTAN, je crois qu'il faut garder, et que l'outil industriel d'aujourd'hui garde présent à l'esprit que rien ne se fera sans une parfaite interopérabilité et une capacité à travailler sur un champ de bataille qui soit partagé par d'autres. Si nous commençons à développer des outils qui ne soient pas compris et exploitables dans une coalition, ça ne fonctionnera pas. Donc dès la feuille de route, nous devons cadrer ça. Donc très en amont. Absolument, dès la planification des opérations. Il faut penser planification, il faut penser conduite, il faut penser ensuite exécution et débriefing. Et après, il faut élargir, bien entendu, le débat. Et j'ai eu un focus sur l'aspect facteur humain, si vous voulez, interarmé. J'insiste sur la déclinaison humaine et hiérarchique que l'armée aérienne peut apporter à la chaîne de commandement, qui est cette déclinaison opérative entre l'Air Liaison Officer, le contrôleur tactique air, le Forward Air Controller et ses yeux avancés sur le champ de bataille, le National Fire Observer. Donc ces hommes qui sont intégrés au plus près dans la chaîne d'action qui est sur le champ de bataille sont la garantie que la puissance aérienne pourra travailler au plus près, au mieux, dans le tempo de la bataille. Ces hommes-là doivent être formés, donc là c'est l'outil de formation qui parle, et doivent être intégrés, c'est moi, voilà, et nous tentons ensuite de les déployer, de les mettre en condition dans les unités dans lesquelles ils vont travailler, pour que les hommes se connaissent et atteignent d'entrée de jeu toute l'efficacité opérationnelle requise. Et ça, c'est je crois, le point focal de mon intervention, de dire il faut former les gens, il faut les préparer, il faut les déployer, les soutenir et leur donner les moyens de travailler rapidement. Je ne reviens pas sur les outils techniques qui accélèrent l'information. C'est l'objet d'aujourd'hui, c'est le Digital Aided CAS, c'est l'accélération de la chaîne d'information, c'est la capacité d'intervenir à distance. Il faut penser, évidemment, opération de combat dans une zone rugueuse, difficile, mais il faut penser également à tout le reste. Il faut penser, on a parlé de zone urbaine tout à l'heure, il faut également élargir à l'interministériel maintenant, à toutes ces missions qui dépassent largement. David l'a évoqué sur l'antinarcotique. Donc on interviendra de plus en plus maintenant dans des contextes qui vont être compliqués, dans des zones difficiles d'accès, avec un déni d'accès, que ce soit pour des missions quotidiennes ou des missions en déni d'accès sur des gens qui vont compliquer les signaux GPS, qui vont nous interdire de parler en brouillage radio. Il faut se tenir prêt à répondre à l'ensemble du spectre des missions qui nous seront imposées. Et là, on a vraiment un challenge à relever. Alors, si vous êtes très concret, vous allez le confirmer aussi, parce que on va bavarder aussi tout à l'heure avec un responsable de Cassidian dans la deuxième table ronde. Il me semble avoir compris que vous aviez mené un projet avec Cassidian sur un outil de simulation. C'est ça, on peut en toucher deux mots là tout de suite? Parce que là, voilà, on est très concret là. Tout à fait. Donc, le Centre de formation d'appui aérien met en œuvre l'outil SimFAC, qui est un simulateur de Close Air Support, qui est un outil qui permet d'appréhender la bataille aéroterrestre et de former les personnels FAC dans un environnement virtuel avec un logiciel parfaitement adapté à cela, VBSE, avec donc une maîtrise de la chaîne C2 puisqu'il est relié à un poste d'opération, et tout ça nous permet de former un ensemble d'opérateurs, depuis le personnel qui guide l'aéronef jusqu'à celui qui lui donne l'ordre d'engagement, l'ordre de tir. Il faut maintenant, on peut, grâce à la technique, et ça c'est tout à fait nouveau, on est vraiment dans un moment où la technologie nous permet de préparer nos personnels dans un cadre sécurisé, dans un cadre parfaitement complet, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, il faut bien le savoir. Et maintenant, on en arrivera à pouvoir entraîner les gens à distance d'un site à l'autre, ce qui correspond tout à fait à la maîtrise des coûts, évidemment, pour que les gens qui partent sur le terrain faire de vrais entraînements avec de vrais avions, de vrais chars, de vrais bateaux, d'être parfaitement préparés et parfaitement maîtres
de leurs fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose vers lequel nous allons devoir aller, la simulation distribuée, et vers le C2 et vers les matériels à mettre en œuvre. Le SIMFAC, donc. SIMFAC. Pour terminer, résumons peut-être un peu votre vision des choses. Quels sont vos souhaits finalement pour le futur? Enfin, voilà, on a déjà quelques pistes. Si je vous ai bien entendu, c'est décloisonner, c'est impliquer, c'est donc intégrer. Voilà. L'intégration globale, c'est tout à fait ça. C'est, je crois, l'idée maîtresse de notre journée d'aujourd'hui, c'est arriver à travailler ensemble, arriver à maîtriser les outils d'aujourd'hui, mais également ceux de demain. Il faut les développer dans des pépinières technologiques comme ici, par exemple, avec un foisonnement d'idées, de façon à ce que de cette conjugaison des talents, eh bien, on puisse comprendre les attendus des uns et des autres, intégrer les différents modes d'action, penser 3D, penser global. Si nous ne pensons pas global sur une action de combat donnée, si nous restons cloisonnés sur un milieu terrestre, ou un milieu maritime, ou un milieu aérien uniquement, ça ne marchera pas. L'outil commun, c'est Learning Integration. Merci, reste avec nous, puisqu'on on aura probablement besoin encore de vos lumières tout à l'heure dans la séquence questions-réponses avec nos auditeurs. Lieutenant-colonel Granier, responsable de la formation militaire des officiers à la section d'instruction militaire de Salon de Provence. Le général Caspar Filambie en parlait tout à l'heure. On va peut-être faire un petit zoom avec vous sur la capacité Odessa. Voilà, parce que le général nous invitait à le faire, on va le faire tout de suite. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est rapidement, parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément le même niveau d'information. Et là, on est sur le socle, finalement, de l'AELI. Oui, exactement, nous sommes sur le socle de l'AELI. Le concept Odessa est tout à fait... C'est simple, je vais le décrire en quelques mots. C'est un ensemble de moyens mis en œuvre au sein des structures C2, visant à réduire la boucle de décision au ODA. Voilà. Et j'ai eu la chance de mettre en œuvre cette boucle à plusieurs reprises en opération. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon camarade Olivier. Lui, il a parlé de l'action des groupes au sol. Moi, ma fonction était toutes les informations qui arrivaient des différents capteurs, notamment des groupes forces spéciales au sol, mais aussi des capteurs drones, capteurs de guerre électronique, de renseignement d'origine humaine. Notre mission au niveau de la structure C2, c'est de mettre tout ça dans une moulinette, sortir une situation tactique de manière à ce que le chef puisse prendre la bonne décision pour pouvoir supporter un groupe de forces spéciales, voire même le cas échéant, un groupe aussi de forces conventionnelles. Alors, cette capacité Odessa, elle a été mise en œuvre où, concrètement ? Depuis 2003 en Afghanistan jusqu'à actuellement à Serval. Sur tous les théâtres d'opération ? Oui. D'accord. Alors, cette concept de boucle courte change quoi ? Elle change, c'est l'arrivée d'informations très rapides au niveau du CAOC. Je vais vous citer je vais vous donner des chiffres sur une des opérations à laquelle j'ai participé. C'est pouvoir arrêter un tir de drone en moins de 7 secondes. C'est-à-dire fournir toutes les informations qui arrivent du sol et pouvoir éclairer le chef, dire bon, on ne peut pas traiter cet objectif parce qu'il y a des forces amies ou alors il y a on peut créer des dommages collatéraux. C'est aussi apporter dans un cadre opérationnel qui est tout à fait différent des exercices, un support aérien qui peut être aussi qui peut apporter un effet kinétique ou non kinétique au profit d'un élément de force spéciale déployé à la profondeur. On a réussi à le réaliser sur certaines opérations dans un milieu international, voire même interallié, en moins de 4 minutes, pour fournir un support à un groupe pris sous le feu en 4 minutes. Ça relève de l'exploit parce que dans une structure C2, on n'est pas seul. Il y a nos camarades britanniques, nos camarades américains, et pouvoir apporter la bonne information pour pouvoir faire dire au chef, parce que sur une manœuvre aérienne, il n'y a pas que le groupement de forces spéciales qui est seul, il peut y avoir derrière un groupe de forces conventionnelles. Donc c'est donner les éléments au chef pour pouvoir donner le bon ordre au bon moment.
Avec une préoccupation qu'évoquait, je crois, tout à l'heure, si je l'ai bien écouté, le général Caspar Filambi, qu'il y ait toujours cet aspect humain, qu'on n'oublie pas l'homme dans ce dispositif de boucle, c'est-à-dire que voilà, sans le déposséder, si je vous paraphrase, sans déposséder l'homme de sa responsabilité et de sa fonction, en fait. Oui, tout à l'heure, le général Gaviard l'a légèrement abordé. C'était le général Gaviard, pardon. L'a abordé. Peut-être. C'est sur l'affaire du micromanagement. Sur une dernière opération à laquelle j'ai participé, on avait déployé au profit des forces conventionnelles un outil issu des forces spéciales qui était une gestion d'image à temps réel. Et on s'est rapidement aperçu que le chef avait tendance à s'approprier l'outil, alors que l'outil était pour le contrôle aérien avancé qui lui permettait de pouvoir transmettre à son PC qui était juste derrière l'information, l'image, voire même après l'action, pouvoir faire remonter l'information de manière à ce que le chef puisse voir. Et un des problèmes qu'il va falloir étudier avec l'AELI, c'est de déposséder la personne qui est sur le terrain, qui est en contact. Parce que on pourrait très bien, en faisant hier, je lisais un article qui m'a envoyé Michel Stenta, entre guillemets, la guerre des étoiles, facilement déposséder le pilote ou l'opérateur au sol de ses prérogatives, parce que la seule personne qui appréhende l'environnement, c'est bien l'opérateur ou le pilote qui est en contact. Un mot, peut-être aussi avant d'en terminer avec vous sur les applications, duales. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est important, très important même. Oui, pour avoir mis en place cette boucle et avoir pu mettre en œuvre tous ces moyens, j'ai un petit peu pensé, j'ai discuté avec mon camarade qui gère la société Impact. On pourrait très bien imaginer certains moyens, quand on parle de Blue Force Tracking, on pourrait très bien détarer les systèmes, les adapter au monde civil. Je pense tout particulièrement aux personnes qui sont malades de la maladie d'Alzheimer. On pourrait très bien leur mettre une petite balise qui pourrait être connectée à des systèmes de manière à pouvoir les suivre. Le système de boucle courte, ayant dans ma famille des pompiers, je pense qu'on pourrait très bien l'adapter pour tout ce qui est catastrophe naturelle, incendie, de feux de forêt, de manière à pouvoir aider le chef du CIRCOSC, le centre d'opération des secours. Donc les applications sont infinies, oui. Mais à quelles conditions, j'ai envie de vous demander? À condition, bien entendu, c'est le général Caspar Filambi qui nous l'a dit, c'est de pouvoir aussi détarer les systèmes, parce qu'il ne suffit pas de mettre des systèmes qui sont en pleine capacité, les donner à n'importe qui. Ça serait à mon sens tout à fait bête qu'un jour on apprenne qu'un groupe terroriste, voire grand banditisme, s'est servi de système de Blue Force Tracking pour aller braquer une banque, voire même pour faire une prise d'otage. Ça serait bête. Voilà. Donc il faut qu'on détare ces systèmes, mais surtout s'inspirer des moyens mis en place. La dernière fois que j'étais venu à Numérica, j'avais fait un parallèle entre Peugeot Sport et la chaîne de production. On peut dire que les matériels développés dans le cas de l'AELI, c'est un petit peu ce que fait Peugeot Sport pour ses moteurs, ses voitures, et qui après pourrait être mis à la disposition de la grande production. Voilà, des particuliers, du grand public. Merci. Lieutenant-colonel Christophe Fontaine, de l'EDD, ancien pilote d'hélico dans les forces spéciales, expert du renseignement, et qui en est, si j'ai bien compté, qui en sera bientôt à sa 22e OPEC, c'est ça? En décembre? C'est ça, ouais. C'est très bien. Alors, vous êtes en train de finaliser un nouveau système sur lequel on peut peut-être faire un petit focus avec vous, mon colonel. Oui, alors, je ne suis pas pilote d'hélico, je suis évidemment officier de renseignement, j'ai l'honneur de commander l'escadron de drone 133 Belfort, qui porte le nom de cette belle ville qu'il a reçue au moment de la libération de la ville il y a 70 ans. Et donc je commande l'escadron qui met en œuvre les drones mâles, aujourd'hui le Harfang, et demain le Reaper. Donc on va mettre en œuvre un système, et on parle d'AELI, évidemment on est bien là, nous en tant que fournisseurs de renseignements dans toute la chaîne de commandement, évidemment vers le haut pour ce qui est des chefs, mais également et surtout, c'est l'altruisme de l'aviateur. Une fois qu'il a acquis la supériorité aérienne, c'est bien
de se mettre au service des autres, et notamment ceux qui sont au sol, les forces spéciales, mais évidemment également les troupes conventionnelles. Et les systèmes, alors on a parlé de capteurs, les caractéristiques du drone, notamment les drones mâles, c'est qu'on fournit la persistance. C'est bien tout l'enjeu d'avoir du renseignement. C'est d'être capable de fournir la persistance de ce recueil de renseignements multicapteurs, puisque le camarade nous a montré, il voit les images au travers de JVN, et qui sont évidemment déformants, et il faut augmenter cette réalité, apporter soutien, et c'est les caractéristiques des plateformes des drones mâles, la persistance, la capacité à avoir plusieurs capteurs et de regarder le monde réel au travers de ces multiples capteurs, est une première force. La deuxième force, c'est cette capacité à retransmettre en temps réel, dans toute la chaîne de commandement, ces informations vers les centres d'analyse, de fusion, mais voire directement vers les troupes au sol. Donc je suis un fournisseur de présence pour essayer de compenser les grands moments de solitude qu'évoquait mon camarade tout à l'heure. Je suis un vecteur de fluidité d'information, effectivement, pour permettre aux différents décideurs, quel que soit le niveau de la chaîne de commandement, évidemment, on doit concourir. Pour comprimer le temps, il faut aussi appliquer des principes de subsidiarité, de placer au niveau le plus adapté, qui n'est pas forcément le niveau le plus bas. Il y a certaines décisions qui, évidemment, ne peuvent pas être déléguées et doivent remonter jusqu'au plus haut niveau. Mais ça, c'est de la planification, ça se prépare en amont. En quelque sorte, donc, je suis aussi un générateur de capacité à décider et d'employer les bons moyens pour obtenir les bons effets. Donc alors, dans cette œuvre, dans ce travail d'appui des troupes au sol, où sont les marges de progrès, selon vous? Comment on peut être plus performant? Alors pour ce qui est de mon système, évidemment, c'est d'avoir un système qui est capable de durer, d'être capable d'assurer. Alors de durer, c'est bien. On parle clairement de H24, on parle de ce qu'on appelle les orbites permanentes de surveillance armables multicapteurs. Donc les combattants patrol, 7 jours sur 7, 365 jours par an, être capable d'être au-dessus des troupes qui sont déployées pour diffuser de l'information soit brute, soit surtout de l'information qui aurait été fusionnée, digérée. Ça, c'est le problème. Donc, il y a à la fois des marges de progrès en termes de capacité à fournir ce service de manière persistante, et il y a des marges de progrès pour fournir ce renseignement de manière fusionnée. Et là, actuellement, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça, mais bien souvent, ça repose encore sur les hommes, à la fois pour ce qui est de la conduite des opérations, mais également pour la fusion des données. Et aujourd'hui, ce qui fait encore la différence avec notre modeste Harfang comparé à d'autres systèmes, sont bien les hommes, l'équipage, qui est dans son cockpit déporté, et qui permet donc, grâce à la fusion, à la comparaison des images du monde réel et des images qu'on a en banque de données, de fournir cet appui qui, encore une fois, sur tous les théâtres d'opération depuis l'Afghanistan, fait encore référence. Évidemment, de l'arrivée d'un nouveau système tel que le drone Reaper nous permettra d'être beaucoup plus performant, endurant, pour fournir ce service d'appui renseignement. Alors, à l'échelon des sites. Le drone Reaper, c'est pour quand? C'est mon cadeau de Noël, c'est pour décembre. Décembre. Ouais. Très bien. Colonel Aubigny, du Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation. Alors, je ne crois pas qu'on a beaucoup utilisé le mot doctrine depuis ce matin. Peut-être. J'ai vu à plusieurs reprises. Si, pas beaucoup. Enfin, bref. Alors parlons-en. Avec vous, entrons dans le dur. C'est quoi? Alors, c'est quoi la doctrine? Non, je vais pas dire c'est quoi la doctrine. Je vais pas non plus. J'aimerais bien pourtant. Je vais pas non plus. Alors, la doctrine donne des règles et elle explique le comment faire et en matière notamment d'art militaire. Alors, je vais pas vous faire un exposé de la doctrine d'emploi des forces françaises parce que ce serait un petit peu long et j'aurais dû amener à ce moment-là
un paquet de diapositives. En revanche, je vais insister sur plusieurs choses. D'abord, la doctrine, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent dans leur coin et qui ensuite dictent des règles que tout le monde doit appliquer. La doctrine, c'est basé sur l'expérience, sur le vécu, sur le rétexte, donc le retour d'expérience. Et puis c'est basé aussi sur les évolutions. Et je pense que, et là c'est pour ça que je pense qu'il est important de souligner l'excellent travail qui a été fait par les forces spéciales et puis les industriels dans le domaine de l'ALI, puisqu'en fait ils ont apporté et contribué aux évolutions de la doctrine et je pense que ça va se poursuivre, puisque les forces spéciales ont toujours un temps d'avance, comme ils aiment le dire, et je pense qu'ils vont tirer l'ensemble de nos forces armées vers ce concept. Donc les forces conventionnelles alors, voilà, justement, ont à apprendre finalement de l'ALI. Alors d'abord tout le monde a à apprendre à ce que c'est que l'ALI, puisque aujourd'hui aucun document de doctrine ne décrit ce qu'est l'ALI. Donc si vous cherchez une définition de l'ALI, d'ailleurs la définition, le terme ALI est en anglais et c'est Air Land Integration, donc c'est l'intégration air-sol, mais quand on dit sol en français, en fait, en anglais, land, on pense aussi à composante. C'est-à-dire que c'est l'intégration de la composante aérienne au profit des autres composantes, et là, typiquement de la composante terrestre. Donc il faut une longue périphrase, en fait. Mais certains, alors oui, mais certains, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Certains, par exemple, nos camarades allemands ont sorti un document sur ce qu'ils appellent Air Surface Integration. Donc en fait, on va au-delà de cette coopération composante aérienne, composante terrestre, on va vers les composantes de surface, donc aussi bien les composantes maritimes que les composantes forces spéciales. Donc forces spéciales, je pense que le problème est résolu. Il a été évoqué. C'est un petit groupe, des gens qui s'entendent, qui se connaissent bien, qui travaillent, et donc c'est quelque chose de finalement facilement encore maîtrisable. Quand on élargit ce concept à ALI, à la composante terrestre ou éventuellement à la composante maritime, ce sont des volumes plus importants, et donc il s'agit finalement effectivement de structurer la réflexion pour que nous arrivions encore à quelque chose de pilotable, parce que quand on interconnecte tout le monde, tous les capteurs, tous les joueurs sur des théâtres d'opération, bien et quelque part ça peut constituer un certain désordre. Donc il s'agit finalement de structurer cette réflexion. Alors l'ALI, qu'est-ce que c'est ? C'est aujourd'hui, au stade de la réflexion, c'est finalement l'intégration de toutes ces capacités qu'apporte la composante aérienne, l'intégration au profit des forces de surface, donc forces spéciales, forces terrestres ou éventuellement forces maritimes. Et comment on intègre ces capacités ? C'est en ayant une chaîne de commandement et de contrôle qui part du haut de la composante aérienne vers le plus bas échelon, et puis avec du personnel formé, du personnel qui est, on va dire, air-minded, donc il y a cette culture air. Puisque derrière, finalement, cette intégration, pour quelle raison on l'a créée ? C'est un petit peu... Il y a une divergence entre les différentes composantes et finalement une séparation. Et les différentes cultures, terre, air, mer, ont eu du mal à se retrouver sur des théâtres comme par exemple l'Afghanistan, ou comme pour nos alliés par exemple en Irak, ou pour les Israéliens sur les campagnes en 2006. Donc tous ces concepts ont émergé sur des théâtres avec des menaces asymétriques et où finalement il fallait travailler en boucle courte, ça a été dit, et côte à côte, et que ce soit en planification et en conduite, et avec un gros échange d'informations et de fusion d'informations. Alors, je vais un petit peu plus loin dans ma question. Est-ce que c'est une simple évolution ? Oui, comment on grade ça ? C'est une révolution ? C'est un changement de paradigme ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, non. En fait, c'est... Oui, non, à quoi ? Oui, c'est une évolution, mais ce n'est pas une révolution. Parce que, en fait, si on reprend un petit peu l'histoire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ALI était pratiquée par toutes les forces alliées. Ça a été un petit peu oublié. Finalement, c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène, qui a été pratiqué en Indochine, qui a été pratiqué en Algérie. Ensuite, avec la guerre froide, qui est un peu tombée dans l'oubli, qui est revenu avec les Américains, notamment avec les opérations Anaconda, etc. Donc, qui est revenu aussi avec les Israéliens, qui a été remis en valeur, notamment par les Britanniques, avec leur concept Airland Integration, et puis un programme qui s'appelle Cunningham Key, et puis la création chez eux d'un Joint Airland Organization. Donc ce sont des choses qui ont progressé. Le risque, quand vous dites, c'est est-ce qu'on va poursuivre dans ce sens-là ? Oui, moi j'appelle le PV cette poursuite. Maintenant, pour que les choses se poursuivent, quand les
les opérations, si le tempo d'opération change un petit peu, chaque composante risque de se recroqueviller sur elle-même et on risque de perdre ce savoir-faire. Je mets de côté les forces spéciales qui auront toujours besoin de développer ceci. Donc en fait, c'est un travail. Je pense que là, on arrive à quelque chose, un produit qui arrive à sa maturation. Il s'agit maintenant de capitaliser sur cette expérience. Et un filtre au travers duquel on peut capitaliser, c'est le filtre qu'on appelle DORESE dans la doctrine, c'est-à-dire doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien et entraînement. Et donc ce concept AELI doit être décliné suivant cette grille de lecture pour que finalement on arrive à consolider ce concept d'AELI et qu'on arrive finalement à l'implémenter au sein des différentes armées. Et tout ceci, encore une fois, et ça c'était très important, la remarque du colonel Aubé, c'est en parfaite interopérabilité avec nos alliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la doctrine française et l'entraînement français, tout se fait au cœur de la doctrine de l'OTAN et en étroite collaboration et synergie avec les nations alliées. Donc il faut véritablement qu'on prenne ce train avec les nations qui tirent. Et cette doctrine, comme vous l'aviez, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette doctrine, elle évolue. Et donc nous pouvons, nous Français, être également un acteur de l'évolution de la doctrine de l'OTAN, qui pour l'instant et aujourd'hui ne prend pas en compte ce concept AELI tel que vous l'avez vu ou tel qu'il a été mentionné encore autour de cette table ronde. La France a ou peut avoir le lead là-dessus ? La France peut effectivement contribuer à faire évoluer l'OTAN sur ces concepts, tout à fait. Bon, là, ça c'est important aussi. On y reviendra probablement. Peut-être d'ailleurs tout de suite, puisqu'on a fait notre premier tour de piste, premier tour de table. Donc du coup, je me retourne vers vous pour, pendant quelques minutes, si vous avez des questionnements, des interrogations au vu de ce qu'on a dit, ou peut-être même des suggestions. Voilà, la parole est à vous sur cet état des lieux que nous avons essayé de faire à l'instant, avant d'aller un petit peu plus loin avec les industriels et les chercheurs, les universitaires tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque qui s'impose tout de suite ? Alors je vais vers vous pour vous tendre mon micro. C'est sympa de se dire peut-être qui vous êtes, ça sera plus sympa. Merci. Bonjour, donc je suis le lieutenant-colonel Levitt, je suis le commandant du centre de renseignement R. Et vous avez évoqué tout à l'heure donc la kill chain compression. Donc comme toutes les chaînes, cette chaîne repose, on va dire sa solidité repose sur son maillon le plus faible. Et de mon expérience, à l'heure actuelle, l'un des moyens les plus faibles, c'est ce que le général Gavière appelait la ROP, donc la représentation opérationnelle pertinente et partagée. Bref, tout ce magma de fusion de données, entre le Blue Force Tracking que vous avez évoqué, les données renseignement, mais aussi toutes ces données de soutien, notamment ces données géographiques, satellitaires de soutien, bref, comment arriver à amalgamer tout cela, donc cette Europe. Et elle doit reposer avant tout donc sur des outils, des organisations et des individus agiles qui savent faire preuve de simultanéité et de transversalité. Or, dans les faits, on se rend compte qu'il y a encore une marge de manœuvre, une marge de progression qui est très très appréciable en la matière, que ce soit en termes bien sûr d'organisation, qui fait la fusion, qui s'en occupe à l'heure actuelle, parce qu'on se rend compte qu'au niveau des échelons décentralisés, il y a une fusion, mais est-ce que cette donnée elle est partagée par le décideur ? Pas tout le temps. Au niveau des flux, il faut ouvrir des flux. Il ne faut pas que les armées, les commandements et autres aient ces logiques de propriétaires par rapport à ces flux. Donc il y a en gros un gros challenge aussi d'évolution de mentalité. Et après, il y a cet aspect outil donc, dans lequel vous pouvez travailler. À l'heure actuelle, les outils de tenue de situation, qu'on peut appeler ATDS ou autres, ne sont pas satisfaisants parce qu'ils n'amalgament pas tout cela. Faire du Blue Force Tracking, du Red Force Tracking, c'est pas évident. Amalgamer du GeoInt dedans, plus des données géographiques de soutien, plus des données renseignements, parce que l'Europe n'est pas l'affaire que des renseignements, c'est pas du tout évident. Et le tout en temps très contraint. En temps très contraint, à l'heure actuelle, c'est pas du tout évident d'arriver à faire vraiment cette mise à jour de cette fameuse COP ou ROP en données très contraintes. Donc voilà, j'interpelle l'auditoire là-dessus. Personne en particulier. Donc on va voir qui peut, voilà, peut-être réagir à ces observations, à la fois en forme de constat et de questionnement. Allez-y, en général. Moi, je crois que c'est très simple, c'est justement avec Numérica, parce que tout ce problème de maximum d'informations, de méga informations qui arrivent, c'est aussi traité par des institutions civiles. Vous avez le même problème.
Donc je dis, voilà encore sur la roadmap quelque chose que vous pouvez mettre pour poursuivre Alain, c'est-à-dire effectivement face aux mégadonnées qui nous arrivent, comment les synthétiser. Il y a des modes automatiques, il y a d'autres. Vous avez parlé d'ergonomie, puisque vous faites aussi de On va en l'IHM, parler aussi tout à l'heure. Et à Numérica, vous le développez. Voilà aussi des solutions duales qui pourraient nous intéresser pour traiter ce flot d'informations, effectivement, qui nous submerge et qui font que on peut peut-être pas prendre la bonne information au bon moment. Colonel Aubigny. Alors, c'est vrai que le problème d'Europe est un problème important. Maintenant, je pense que il y a deux approches. Il y a une approche tout technologique et puis une autre approche plus pragmatique. Alors, l'approche tout technologique, ce serait celle de dire on va inventer un système qui a fusionné l'intégralité de tout ce qui peut être échangé sur un tas d'opérations et à tous les niveaux. Ça risque de déboucher peut-être sur un Louvois bis. Maintenant, l'autre vision, c'est plutôt de faire comme les forces spéciales et comme l'avait exposé le patron des forces spéciales américaines il y a quelque temps lors d'un séminaire organisé par les forces spéciales, c'est de dire, pour avoir les informations, pour les échanger, moi je mets des détachements de liaison partout, et ces gens-là, ils communiquent entre eux, ils ont leurs propres moyens, mais ils irriguent, entre guillemets, les différents niveaux. Donc je pense qu'il y a un compromis à faire, et quand je parlais de réflexion sur les organisations, c'est également ceci, c'est-à-dire que comment veut-on échanger les informations? Comment veut-on structurer les chaînes de commandement? Et quel flux? Comment veut-on organiser également le flux d'informations entre les différents systèmes? Sachant que, parallèlement à ça, je pense, comme vous l'avez vu, on va être de plus en plus dépendant des TIC ou des SIC, et que c'est également une vulnérabilité énorme, et que quand on conçoit toutes ces opérations avec ces systèmes qui sont brillants, modernes, et quand tout fonctionne bien, ça donne un résultat époustouflant. Il s'agit également de penser au what if, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus les flux, qu'est-ce qui se passe quand on perd les satellites, et comment opère-t-on quand on perd la vidéo, et tout ça, je pense que nous devons être capables, nous, défense, de travailler dans un environnement dégradé, et je pense qu'il faut véritablement garder ça en tête, et notamment quand on développe et quand on produit des systèmes, et ça, c'est également du côté des industriels. Voilà, merci pour ces réponses collégiales. D'autres questions? Je vous tends mon micro. Merci. Je voudrais demander aux acteurs de terrain quels sont les principaux obstacles, un seul obstacle par acteur, disons, l'obstacle principal qu'ils ont rencontré pour aller vers un Airland Integration qui soit satisfaisant. On va commencer par bon. Qu'est-ce qu'il y a un iPhone dans l'assemblée là? Oui, enfin pas là. Vous avez des iPhones, moi j'ai un Samsung. Quand vous voulez transférer 2 données de l'iPhone au Samsung, ça passe pas. Voilà. Et mon Gérald, pour vous répondre, concrètement, on a des outils qui sont de plus en plus performants, qui fusionnent toutes les technologies, mais on a beaucoup de difficultés de droits propriétaires sur un certain nombre de ces outils, qui fait que pour faire communiquer tous les acteurs à tous les échelons ensemble, on rencontre des difficultés d'interfaçage qui sont extraordinaires. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Première réponse, début de réponse. Quelqu'un veut ajouter des choses? C'est le moment. Ouais. Sur les contraintes. Une des premières contraintes, ça a été la compréhension de ce qu'était la LI, de faire comprendre aux intervenants dans tous niveaux de la chaîne ce que voulait dire ALI dans son utilisation en opération. Parce que beaucoup de gens, en fait, font l'amalgame. Depuis longtemps, le codex de l'appui aérien parle d'Alliance, d'un logiciel qui travaille pour l'appui aérien. Ce logiciel n'a jamais forcément beaucoup pris au sein de certaines unités parce qu'il ne comprenait pas son utilisation. Et on en est à la même chose au niveau de la LI, c'est comprendre comment on peut l'utiliser et ce que ça suppose. Et ça a été la grosse contrainte actuellement. Vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, c'est la défiance vis-à-vis de certaines couches d'outils. Savoir s'approprier les outils techniques, c'est une chose, mais je crois que l'un des défis majeurs reste de pouvoir travailler ensemble. Donc, avoir été formé au préalable ensemble, je rebondis sur ce que je disais précédemment, donc la préparation des hommes, l'intégration de ces chaînes de commandement au plus près, à l'épaule même du chef de corps et des gens qui sont en contact, c'est là vraiment la réelle clé d'une réponse tactique pertinente en cas de perte de communication et en cas de besoin. Donc l'accélération de la communication humaine. Et les gens se parlent les yeux dans les yeux, et la confiance s'établit à partir du moment où on a fait la première action de feu collective avec un aviateur à côté d'un artilleur qui se tournent ensemble vers le chef de corps et qui disent voilà, mon colonel, voilà la réponse,
C'est ça. Et le chef décide dans l'instant et ça marche. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Briser la défiance, utiliser les outils que l'on a aujourd'hui et préparer les outils de demain, puisque demain, la technologie nous permet de faire des choses très pertinentes. On le voit aujourd'hui ici, et la technologie nous offre une voie d'avenir lumineuse, si je puis dire, tant qu'il y a du courant. Allez, encore un petit mot. Tous les opérationnels. Un des obstacles de l'AELI, c'est aussi, j'ai vu en opération, c'est le succès. Le succès de la boucle courte, qui pourrait rapidement représenter un obstacle, où on pourrait rapidement assimiler le fait que la mise en place, comme je l'ai fait, d'un DL Odessa au sein d'un CAOC, pourrait être aussi la panacée, et éviter après, à terme, toute forme d'évolution. Merci beaucoup. Une question ? Alors, ça sera la dernière, avant de mettre un terme à cette première table ronde. Non, ce ne sera pas une question. Je m'appelle Jean-Claude Sago, je suis professeur des universités en ergonomie et au sein de la SEM Numérica, justement, on s'intéresse à ces problèmes d'interface homme-machine. Et je crois que dans les points qui ont été évoqués, c'est ce qu'on connaît aussi dans le privé, dans le côté industriel. La technologie évolue énormément et de temps en temps, elle a tendance à se détacher des utilisateurs. L'utilisateur est devant un grand nombre d'informations. Il ne sait plus prioriser. Alors on peut faire de la formation, mais il faut savoir que face à un environnement donné, il faut pouvoir traiter le produit, le système lui-même, mais dans une organisation, dans un environnement, et puis avec un opérateur. Les mots qui sont clés aujourd'hui dans les difficultés qu'on peut rencontrer sont la notion de coopérer, notion de collaboration. Et pour que ça puisse se faire, c'est d'avoir tous les supports nécessaires pour avoir une fiabilité d'un système qui intègre d'une part le produit, l'environnement et le facteur humain. Mais j'aurai l'occasion d'en dire un peu plus cet après-midi à la table ronde. Tout à l'heure même, hein. C'est avant le déjeuner, je crois. Merci, à tout à l'heure. Collaborer, c'est ça, et coopérer. On va retenir ces deux mots avant de vous retrouver tout à l'heure à 11h30 pour la suite de nos échanges. On va faire une petite pause café si vous le souhaitez. Merci en tout cas à tous les intervenants de cette première table ronde. Et à tout de suite, on va donner la parole tout à l'heure aux industriels. Donc rendez-vous dans un quart d'heure, je compte sur vous, 11h30 ici même. Merci beaucoup.